Salut les amis et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes mes réflexions et toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient s'éveiller à leur nature profonde. Alors les amis, prêts à marcher sur les sentiers de votre liberté ? Et salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'avais la tête qui était absorbée par plein d'autres projets professionnels, mais j'ai pris un moment pour pouvoir enregistrer ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler du TDAH. Alors, pour cet épisode, je me suis appuyé très fortement inspiré et du livre du docteur Nader Perroux, donc qui s'appelle TDAH mode d'emploi. Je me suis aussi fait épauler par mon amie Sandrine, pharmacienne, qui a pu mettre son éclairage sur toute la partie pharma et retour d'expérience en officine. Je la remercie. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le TDAH, il touche l'adulte, il touche l'enfant. D'ailleurs, souvent, lorsqu'il y a une consultation pour un enfant qui est TDAH, parce que l'école alerte, c'est bien souvent l'adulte, le parent, un des parents qui va être diagnostiqué à ce moment-là, lui aussi TDAH. Alors, c'est quoi le TDAH ? Alors, le TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors là, c'est déjà important de dire que le H à la fin, il n'est pas obligatoire. Ça peut être simplement des troubles de l'attention, de l'hyperactivité ou un mixte. Donc le H, l'hyperactivité, n'est pas tout le temps présente. Alors c'est un terme récent dont les symptômes ont été décrits par les médecins depuis la fin du XVIIIe siècle, et notamment chez les enfants. Au début du XXe siècle, on parle plutôt d'instabilité, d'hyperkinésie. Le terme TDAH, il est présent depuis 1980 dans la 3e édition du fameux DSM, le manuel de classification en pédiatrie. Ce qu'il est important de considérer, c'est qu'en fait, le TDAH, c'est pas une lésion cérébrale, mais c'est en fait un développement atypique du cerveau. Ça fait donc partie des troubles neurodéveloppementaux. Pas facile à dire, ce mot-là. Donc il va y avoir dedans les troubles 10 aussi, dans ces troubles développementaux, les TDAH, les troubles du spectre autistique. Et ce qu'il faut savoir dans le TDAH, c'est que l'homme comme la femme sont concernés, et ce, à tous les âges. On est en 4 à 6% chez les enfants, et on est entre 2 et 4% chez les adultes. Et dans 30% des cas, ça disparaît après l'adolescence. Ça concerne aussi les personnes âgées. Donc là aussi, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est qu'on a des personnes âgées TDAH, en maison de retraite. Donc faire attention à tout ce qui est l'ennui des personnes âgées, parce que ça peut vite être un problème. La prévalence du TDAH, elle augmente, et elle augmente de plus en plus ces dernières années. 4 facteurs à ça. Premier facteur, les adultes, ils sont déjà mieux diagnostiqués aujourd'hui que c'était le cas à l'époque. Je pense à mon époque, je suis un enfant des années 80, je pense qu'il y a eu pas mal de trous dans la raquette à ce moment-là. Donc l'augmentation du TDAH, elle est déjà simplement due à un meilleur dépistage en fait. Deuxième cause, les écrans. Chez les enfants, on le sait, si vous avez déjà mis un enfant devant un écran, il est bien souvent totalement absorbé, vous pouvez même plus lui parler. Donc l'attention, on est en plein dedans. Et on le sait aujourd'hui, pas d'écran avant 3 ans, les écrans sont un facteur de TDAH. Troisième point, diminution du temps de sommeil. Encore une fois, dû aux écrans bien souvent, avec des ados qui sont sur le téléphone jusqu'à pas d'heure, 3h, 4h du matin parfois. Donc vous imaginez les dégâts, tant au niveau du cerveau, parce qu'il nous faut un temps de réparation. Et c'est pas dans le sommeil que nos structures biologiques se réparent. Et les déficits de l'attention aussi par tout ce qui est les réels sur des applications comme TikTok ou autres, qui vont aussi créer des troubles de l'attention. Et quatrième point, c'est le fait qu'on vive dans une société de plus en plus administrative. Alors, apparemment, il devait y avoir un choc de simplification administrative. On ne sait pas trop où il est passé celui-là, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les personnes qui sont TDA, l'administration, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Donc la vie de tous les jours, ça demande déjà beaucoup d'efforts de concentration, mais pour le TDAH, c'est vraiment compliqué. Alors maintenant, rapidement, comment le diagnostic ? Alors, normalement, il y a 6 symptômes qui doivent être présents depuis au moins 6 mois.
Ils doivent être handicapants dans au moins 2 domaines du quotidien, que ce soit la maison, le travail ou l'école. Ces symptômes, ils doivent apparaître avant l'âge de 12 ans et on ne fait pas de diagnostic avant l'âge de 5 ans. Donc si vous avez un enfant et que vous le soupçonnez, ça ne sert à rien de le ramener avant le CP en gros parce qu'on ne peut pas poser de diagnostic. Alors les médecins psychiatres, ils utilisent des questionnaires validés par la science pour dépister et quantifier en fait les symptômes et leur impact. On interroge les parents, on interroge aussi l'école. Souvent, c'est bien souvent à l'école qu'il va y avoir des remontées d'informations. Et là-dedans, il y a aussi l'importance de ce qui est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Alors, dans le diagnostic différentiel, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre trouble derrière, comme la bipolarité ou les troubles de la personnalité. Donc ça, c'est le psychiatre qui, avec ses questionnaires, va pouvoir poser le diagnostic. Donc souvent, le TDAH, il est associé à d'autres troubles. Donc on a les troubles du spectre autistique, les troubles 10, donc les dyslexies, les dyscalculies, les dysorthographies. Donc on retrouve ça dans 10 à 50% des cas. L'anxiété aussi, 10% des cas. On peut retrouver de la dépression associée, mais aussi des TOC et des troubles oppositionnels avec provocation. Et de l'addiction, ça touche plutôt les ados, et on est dans 25% des cas chez les ados où on constate des addictions. Les troubles de la conduite aussi, on va avoir des enfants qui sont menteurs, voleurs ou agressifs. Rien de connoté ou de péjoratif, je fais que de reprendre les termes du docteur Pérou. Et attention aux troubles de la conduite, parce que parfois à l'adolescence aussi, ça peut mener à la délinquance. Chez l'adulte, quant à lui, on va retrouver de l'anxiété dans 50% des cas, de la dépression, du burn-out, des troubles bipolaires, des personnalités borderline, et dans 50% des cas, on va aussi retrouver de l'addiction. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour le contexte du TDAH. Alors, entrons maintenant un peu plus dans le détail et essayons de comprendre ce que c'est qu'un déficit de l'attention. Il y a plusieurs types d'attention en fait. Il y a le déficit de l'attention divisé. Alors, c'est quoi l'attention divisée ? C'est la difficulté à faire 2 choses en même temps. Mais il y a aussi le déficit de l'attention sélective. Alors, l'attention sélective, c'est se concentrer sur une seule chose à la fois. Il y a aussi les déficits d'attention soutenus, c'est se concentrer longtemps, pendant un certain temps, et les problèmes de vigilance, le fait de s'endormir ou d'être trop alerte. On pourra trouver aussi le fait de, par exemple, ne jamais rien finir. On lit un livre, on le finit pas, on commence un jeu vidéo, on le finit pas, on regarde son téléphone en même temps qu'on regarde la télé, par exemple. Et la musique en fond sonore, mais on a du mal à écouter un album en entier. Donc on va plutôt utiliser la musique comme bruit blanc, parce que le fait d'écouter et de se concentrer sur un album, ça va demander trop d'énergie. On peut aussi avoir des gens dans le TDA qui vont être obsédés par une chanson, qui vont la faire jouer en boucle pendant des jours ou des semaines, ce qu'on appelle l'hyperfocalisation en fait. Donc en gros, c'est tout sauf le silence. Un autre symptôme du TDAH, c'est l'étourderie. C'est perdre ses clés, trouve pas son téléphone, mais c'est alors absolument tout le temps. C'est oublier les courses, voire oublier d'aller chercher les enfants à l'école. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avoue que lorsque j'ai commencé à lire le livre du docteur Nader Pérou, je me suis très fortement reconnu dans beaucoup de points. Donc je me demande si moi-même je ne suis pas passé entre les mailles du filet. Et je rigole déjà si ma maman ou ma compagne se met à écouter cet épisode-là, ou mes proches, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les feront sourire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me concernent là-dedans. Donc on a l'étourderie, je disais, mais on a aussi la myopie du futur. Donc la myopie du futur, c'est tout ce qui est perception de temps trop long ou trop court. On est par exemple dans une file d'attente au supermarché et on va très 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 vite trouver que, par exemple, 2 personnes devant soi, ça devient interminable. Ou bien on se met à acheter les cadeaux de Noël au mois d'août et où on se met à régler ses impôts à la dernière minute, 3 minutes avant que le site il boucle sa compta. Voilà. Donc le futur, c'est vraiment abstrait. Il y a une perte en fait de la notion des conséquences.
on n'arrive plus à juger quelles vont être les conséquences du fait de toujours remettre au lendemain les choses. Il va y avoir de la difficulté à s'organiser, tout ce qui est en cuisine par exemple, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de cause unique. C'est en fait une défaillance des fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est un terme, c'est un anglicisme en fait, c'est un terme anglais. En français, on dirait plutôt les fonctions cérébrales de contrôle du comportement. Donc c'est savoir combien de temps doit durer une action, c'est apprendre à établir des priorités, c'est se concentrer. Donc tout ça, ça fait partie des défaillances, donc des fonctions cognitives. On peut aussi avoir, et ça c'est un autre gros morceau, dans le TDAH, il n'y a pas que TDA, il y a aussi H, et dans H c'est pour l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc ça aide de sauter du coq à l'âne en permanence, avoir des pensées qui sont totalement désordonnées, faire toujours sur une impulsion ou un coup de tête, et l'impossibilité de rester là à rien faire. Donc la méditation, c'est pas vraiment pour les gens qui sont en situation d'hyperactivité. C'est commencer des projets, mais qu'on termine pas. J'en parlais avant avec le fait, par exemple, de commencer un livre et de pas le terminer. Donc c'est en fait des gens qui sont ce qu'on appelle multitâches inefficaces. Voilà. On va aussi avoir des troubles relationnels. Ça va être la tendance à s'imposer, par exemple, dans les conversations, à couper la parole tout le temps, à être impulsif, de ne pas tenir en place à table, de dire tout haut ce qu'il faudrait normalement taire. Donc ça va être les gens qui mettent les deux pieds dans le plat. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler en entendant ça de ma bouche. Les discussions classiques, ça devient insupportable et on a tendance à vouloir fuir, à éviter les repas de famille, parce que ça devient très très vite la galère. Les troubles émotionnels maintenant. Alors, ce qu'on va retrouver dans les troubles émotionnels, il va y avoir beaucoup d'intolérance à la frustration. Le fait de rester coincé, ça va vite être insupportable. Il va y avoir des crises de colère, donc je le disais, du multitâche inefficace, le fait d'être en retard, de manger et de grignoter, et tout ça pour compenser l'épuisement. Donc on va avoir des troubles alimentaires aussi qui sont associés. Et dans 50 à 75% de TDAH chez l'adulte ont des lourds troubles émotionnels en fait. Donc ça c'est quand même une donnée à prendre en compte, c'est que le TDAH seul c'est rarement le cas. On va souvent, comme je le disais avant, avoir d'autres troubles qui vont être associés. Il va y aussi y avoir des difficultés à s'endormir parce que la personne TDAH, elle va avoir des pensées comme ça, comme un hamster dans la roue de sa cage le soir. Ça va être compliqué d'aller débrancher le cerveau et on va constater beaucoup de sautes d'humeur. Alors maintenant, le TDAH et la vie de couple. Alors ce qu'on va retrouver, c'est chez l'homme et la femme deux comportements qui sont relativement différents. Chez l'homme, en fait, on va retrouver une hypersexualité. Vraiment avoir besoin de rapports qui soient nombreux, donc fréquents, et des rapports plutôt rapides. Chez la femme, quant à elle, on va retrouver plutôt de l'insatisfaction. Encore une fois, désolé, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc de l'insatisfaction, c'est le fait de penser aussi à autre chose pendant le rapport, de ne pas être présent pendant le rapport. Ce qu'on va aussi retrouver chez les TDAH, c'est d'être attiré par tout ce qui est sensations fortes. Donc les manèges, les attractions à sensations fortes, le saut à l'élastique, le parapente, la motocross, enfin tout ce qui va être un peu extrême comme ça, le TDAH, il va adorer ça. Alors maintenant, on va aborder le chapitre de comment s'en sortir. Alors on va commencer, on va ouvrir le volet des médicaments. Alors bon, je pense que ça va pas être une surprise, mais vous le savez que je suis pas un très très grand fan des médicaments. Et pourtant, je ne fais que vous relater donc les travaux scientifiques qui ont été menés au cours des dernières décennies, mais aussi les propos. Donc, comme je vous l'ai dit, je me base vraiment sur le livre du docteur Nader Perrou pour faire ce podcast, et je me dois quand même d'aborder ce volet-là, parce que dans certains cas, je dois le dire, il faut passer par cette case-là. Je vais aussi vous dire ce que j'entends beaucoup à mon cabinet, mais pas que, sur la prise des médicaments avec les différents scénarios possibles, et je vais vous donner aussi une petite anecdote et mon cas personnel par rapport à ça.
Alors, en gros, les classes de médicaments en allopathie, donc en molécules chimiques si vous préférez, qui vont être intéressants, c'est tout ce qui est les psychostimulants. Donc ça, c'est vraiment les incontournables du traitement du TDAH. Je fais une petite parenthèse et je remercie encore mon amie Sandrine pour tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et je vous fais aussi une synthèse de ce que dit Nader Perrou dans son livre par rapport à tout ça. Donc dès 1937, en fait, c'est Charles Bradley qui est médecin et qui soigne les maux de tête avec des benzédrines. Et il s'est rendu compte, à sa grande surprise, que le fait de prendre les benzédrines améliore en fait les enfants qui sont dans un état d'agitation. Donc les benzédrines, en fait, ce sont des dérivés des amphétamines. Et c'est en 1944 que Leandro Panizon, ou Panizon, je ne sais pas, vous m'excuserez pour la prononciation, dont la femme s'appelait Rita, crée une molécule qu'on appelle la ritaline. Alors la ritaline, c'est des méthylphénidates, donc c'est en fait des dérivés de la cocaïne, tout simplement. Donc vous voyez que là déjà, vous me voyez pas, mais je suis déjà un peu en train de bugger derrière mon micro parce que voilà, c'est beaucoup de médicaments d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la morphine, tous ces médicaments-là, c'est des opioïdes, c'est dérivé de, ça permet de faire de la drogue, voilà, tout simplement. C'est cocaïne, morphine, héroïne, toutes ces choses-là, c'est un peu la même famille. Donc là, le méthylphénidate, c'est un dérivé de la cocaïne. Alors là, attention, il y a quelque chose qu'il faut tout de suite préciser, qui a été un peu compliqué à comprendre pour moi. D'ailleurs, je ne sais même pas, il me semble que dans le livre du docteur Perrou, là aussi, ils ne savent pas trop pourquoi. Mais malgré que ce soit des dérivés de la cocaïne, on pourrait penser que c'est très excitant comme molécule. Eh ben non, vous me croirez ou pas, mais ce ne sont pas des psychostimulants. En fait, ça a tendance même à calmer sans transformer pour autant en légumes, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de la ritaline, qui a un peu cette réputation de créer des enfants zombies. Apparemment, c'est pas du tout le cas d'après la science. Encore une fois, on parlera dans un second temps du retour d'expérience de tout ça sur le terrain, mais voilà, la science constate qu'en fait, malgré que ce soit un dérivé de la cocaïne, ces molécules-là, elles auraient tendance plutôt à calmer. On va essayer d'apporter quelques explications à tout ça. Les fonctions exécutives dont on vient de parler juste avant, elles ont besoin de neurotransmetteurs, et plus précisément de dopamine et de noradrénaline. Mais en fait, il y a une vulnérabilité génétique chez les gens qui sont TDAH. Ces zones du cerveau, là, elles se sont en fait mal développées avec un retard en fait. Elles se sont mal régulées, on pourrait dire. Et ce sont des zones du cerveau qui sont à l'avant du cerveau, qui gèrent les fonctions exécutives, et elles sont fortement sous la dépendance, comme je le disais, de la dopamine et de la noradrénaline. Et le problème, c'est que ces deux molécules-là, elles ont tendance à s'épuiser très vite chez les gens qui sont TDAH. Et le fait de donner ces médicaments, ces classes de médicaments, en fait, ça va fournir le bon niveau de noradrénaline et de dopamine, ce qui permet en fait de rester concentré. C'est comme si vous aviez en gros chez les TDAH, si on doit donner une image de ce que j'ai compris, si vous rouliez en première sur l'autoroute à 130, pour peu que ce soit possible, donc forcément votre consommation d'essence elle va exploser. Donc les TDAH ils ont tendance à rouler en première à 130 sur l'autoroute. Le fait de prendre ces molécules-là, c'est comme si on allait rajouter un réservoir de 200 litres parce qu'on va rajouter en fait énormément de dopamine, de noradrénaline et ce qui va permettre en fait d'avoir le réservoir qui se vide un peu moins vite et de retrouver une attention normale. Alors il va y avoir des effets secondaires forcément. Il peut y avoir de la perte d'appétit, il peut y avoir des troubles du sommeil, des palpitations, des migraines, de l'hypertension artérielle, de la nausée, de l'irritabilité, de l'anxiété, et on a pu aussi mettre en avant des troubles comme les tics. Alors les tics, c'est pas les petites bêtes qui vous mordent en forêt, c'est le fait de tiquer. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'y a pas de dépendance.
même si ce sont des dérivés, comme on vient de dire, de cocaïne. Je vous donne juste ce que dit la science, hein, il n'y a pas de dépendance par rapport à ça. C'est des médicaments, en fait des classes de médicaments qui font partie des molécules sur lesquelles on a le plus de recul scientifique. Les psychostimulants, je parle d'eux. Et ils auraient même certains bienfaits, c'est-à-dire une diminution de l'appétit, une baisse des grignotages, une diminution du cholestérol, une amélioration des fonctions cardiovasculaires. Ça diminue aussi les accidents de la route. Ça permet de réguler un peu la pratique des sports à risque, parapente, moto, j'en avais parlé avant. On améliore les relations sociales aussi et on baisse les addictions. Voilà pour les bienfaits. À noter que la prise de médicaments ne doit pas être envisagée comme une prise de médicaments à vie. Ça, c'est vraiment important, je répète. La prise des médicaments ne doit pas être envisagée comme une prise à vie. Voilà, donc ça, c'est dit. En ce qui concerne l'efficacité, ça fonctionne dans 2/3 des cas à peu près. Et dans 1/3 des cas, on retrouve des effets négatifs. On retrouve encore des gens qui sont encore plus agités que de ne pas en prendre. Voilà, donc ça aussi, il faut le dire. Et si ça ne marche pas, ils vont passer sur d'autres molécules. Donc des non-psychostimulants, donc des choses qui ne vont pas être psychostimulantes. Et on va avoir dedans alors les noms sont accouchés dehors, la guanfacine, si je la prononce bien, ou guanfacine, et l'atomoxétine. Voilà, donc tout ça, ça va agir sur la noradrénaline. Donc vous savez, je vous rappelais, dopamine, noradrénaline. Ces deux molécules-là vont agir plutôt sur la noradrénaline, et on pourra aussi avoir recours aux antidépresseurs. J'en profite pour faire un petit point sur ce que m'a transmis Sandrine par rapport à ça, qui me dit qu'en fait, dans son expérience personnelle, elle a très peu d'adultes qui viennent en pharmacie pour avoir recours à un traitement allopathique pour ce genre de troubles. C'est vraiment majoritairement des enfants qui viennent. Et elle me dit aussi, à juste titre, je pense que la Ritaline, par exemple, ces molécules-là vont être beaucoup utilisées et détournées de leur usage par exemple, notamment les étudiants qui vont s'en servir pour augmenter leur attention pour avoir de meilleurs résultats. Donc là aussi, c'est aux médecins de juger enfin aux médecins psychiatres bien entendu, de juger de l'utilité ou non de prescrire ce genre de molécules. Aussi, si on va aller un peu plus dans le détail au niveau des mécanismes, donc ce serait le mécanisme de fonctionnement, ce serait des amphétamines dans les TDAH. Ça permettrait en fait d'inhiber la recapture de la noradrénaline et de la dopamine au niveau de la fente présynaptique. Donc vous savez, cet espace qui est entre les deux neurones. Et donc ça se jouerait au niveau présynaptique en augmentant en fait la libération au niveau de cette fente synaptique. Et ça permettrait de stimuler certaines zones cérébrales qui ne sont pas suffisamment actives et donc améliorer l'attention, la concentration, et ça permettrait de réduire l'impulsivité. Mais là encore, vous voyez dans les infos que j'ai pu recevoir, c'est pas totalement clair. Ça n'a pas été totalement élucidé sur le comment du pourquoi ça fonctionne, ces molécules-là. Et bien, il est temps que je vous propose de passer maintenant aux psychothérapies. Alors je ne peux m'empêcher, avant d'embrayer sur le chapitre de tout ce qui va être les psychothérapies, de clôturer le chapitre précédent des médicaments et de l'allopathie par la vision que moi j'en ai. Je dis toujours, bien entendu, en médecine, on va analyser, on va identifier ce qui déconne, donc on en a parlé, notamment avec la dopamine et la noradrénaline, et on va trouver une solution chimique de récepteurs, de neurotransmetteurs par rapport à ça, et ça a une action. Oui, bien sûr que ça a une action, clairement, et heureusement que ça a une action. Mais encore une fois, pour moi, on manque la cible à ce moment-là parce qu'on va aller agir sur une conséquence. On constate quelque chose, on met son doigt dans le mécanisme et on rajoute quelque chose. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pour moi, à un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, un enfant ce besoin d'avoir énormément de dopamine, de noradrénaline. Pourquoi est-ce que les fonctions donc, cognitives se sont insuffisamment développées pendant l'enfance ? Et c'est là en fait qu'on va retrouver, alors certes, comme je le disais, les écrans, on va retrouver
un manque de sommeil, on va retrouver d'autres facteurs qui peuvent être assez mécaniques pour le coup, mais il n'y a pas que ça. Je pense que là aussi, il se penche là-dessus, mais il y a des gens qui développent des TDA par la suite, à l'âge adulte, pas forcément que et uniquement dans l'enfance. Même si c'est le schéma classique, on peut avoir des TDA qui se déclenchent parce que relationnellement ça fonctionne pas. Chez l'enfant d'ailleurs, il y a des pistes là-dessus, la violence infantile, le manque d'attention du parent envers son enfant, aurait des causes, des conséquences sur le développement cognitif de l'enfant, dans le développement cérébral en fait. Et là, ben, on pourrait agir à la cause. J'avais déjà fait un épisode sur une humanité debout, le fait de retrouver une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de ses enfants, de commencer à nouveau à s'intéresser à l'autre, à protéger les faibles, et toutes ces choses-là. Je remets nouveau des guillemets au mot faible si vous tombez sur cet épisode-là. Faible, voilà. Je vous renvoie à l'épisode sur une humanité debout pour en comprendre le sens. Mais il faut à un moment donné aller explorer plus en profondeur et pas simplement faire du symptomatique. Donc oui au traitement médical, hein, quelque part, mais à condition d'aller creuser un peu les causes, la cause de la cause, pour essayer d'aller comprendre et d'essayer d'aller corriger un peu ce qui aboutit à cette dysrégulation, hein, quelque part. Ah oui, j'ai oublié de faire ma petite parenthèse, donc je vais vous la faire. Ça va vous paraître extrêmement étrange ce que je vais vous dire. C'est pas grave, j'assume totalement. Mais je me suis retrouvé quelques fois à l'hôpital pour des opérations diverses et variées. Et aussi étrange que ça puisse paraître, j'étais pas forcément dans un état de panique absolue. Au contraire, j'étais plutôt heureux. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ce personnage qui est heureux d'aller à l'hôpital? Alors c'est pas pour les opérations en elles-mêmes, forcément, c'est jamais joyeux. Mais le cocktail qui m'injectait avant, je dois dire que ça me déplaisait pas tant que ça. Entre les hypnotiques, les anxiolytiques et tout le soin de soin dans la perf, dans le cathéter, ben, quelques heures, quelques jours après l'opération, j'étais sur mon nuage. Donc je reviens à ce qui a été dit dans le début de ce podcast. Les antidépresseurs, toutes les classes de médicaments, toutes ces choses-là, ont un impact certain sur les troubles de l'attention, mais aussi sur l'état émotionnel. Et c'est vrai que lorsque on est sous cocktail médicamenteux, ben la vie elle est instantanément plus simple. Je pense que j'aurais pu danser pendant des heures sous la pluie, en étant l'homme le plus heureux du monde avec tout ça, mais encore une fois, c'est fictif, hein. Voilà, c'est le problème des drogues, hein. Pourquoi les gens se droguent? Bon, ben voilà. Les gens se droguent parce que tout simplement, ça permet de rendre plus vivable et plus heureux une vie qui ne l'est pas forcément. Je précise bien que je ne me drogue pas. Euh, voilà. Mais c'est vraiment important à comprendre que ces molécules, dans certains cas, peuvent, je pense, désamorcer certaines choses, mais que se cantonner à ça, c'est vraiment pas la solution. Et d'ailleurs, Nader Perrou, dans son livre, ne se cantonne pas à simplement prescrire des molécules. Il y a tout le prochain volet qui est donc, comme je le disais, les psychothérapies. Alors j'y viens enfin aux psychothérapies. Donc on a toutes ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Le but c'est d'aller observer nos pensées, nos comportements et nos émotions avec plus de vigilance, de prendre conscience de tout ce qui est automatisme. Donc ce sont des thérapies en général entre 6 mois et 1 an qui ont une bonne efficacité avec un traitement pharmaco associé souvent. Parce que le TDAH, en fait, il peut être comparé en fait, à une adolescence continue. C'est comme si on était tout le temps bloqué à l'adolescence. D'ailleurs, c'est ce qui donne un peu le charme de ces gens qui sont TDAH. C'est des gens qui sont très brins de folie, un peu comme ça. Ce qui peut être très séduisant dans un premier temps dans les couples avant d'être très lassant, en fait, hein, quelque part.
Donc le but de ces TCC, c'est d'améliorer l'attention, de prendre conscience des pensées automatiques, d'apprendre à s'observer pour focaliser son attention, mais aussi méditer en pleine conscience. Alors c'est pas forcément en étant en tailleur sur un coussin pendant 2 heures, ça peut être fait la méditation en pleine conscience en marchant en forêt par exemple, et apprendre à se concentrer en fait sur ce que nos sens captent. On a aussi les techniques de neurofeedback via ordinateur. Donc ce sont tout ce qui est les jeux qui visent à améliorer la concentration et le travail de la motivation pour travailler sur l'axe dopamine et noradrénaline. On a aussi des méthodes comme la méthode Pomodoro, ça vient je crois que c'est de l'italien qui veut dire tomate, je suis pas très bon en italien mais ça doit dire ça. Et la méthode Pomodoro en fait c'est simplement de fractionner les tâches. Exemple, vous devez, je sais pas moi, éplucher 1 kilo de carottes. Alors ça va peut-être vous prendre en temps normal une demi-heure en temps continu de travail. TDAH c'est compliqué, donc on va fractionner ça en 3 fois 10 minutes. Donc on fait 10 minutes d'épluchage, puis après on sort, on va faire quelques pas sur la terrasse, on rentre, on réépluche 10 minutes, et pareil, une pause, et on termine 10 minutes. Le fait de fractionner, ça aide beaucoup pour les gens qui ont des troubles de l'attention. On va aussi apprendre à gérer son temps et ses priorités. Qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui l'est pas? Donc pour ça, il y a des choses comme la matrice d'Eisenhower, qui est ce tableau qui permet de prioriser en fait les urgences et ce qui n'est pas. Avoir un agenda, ça peut vraiment aider là-dessus et apprendre à faire la différence et se faire aider, pourquoi pas, par son conjoint, à essayer de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui l'est pas. Aménager l'environnement, c'est aussi très important. Donc, je parlais de l'agenda papier, mais aussi la boîte à objets perdus pour pas perdre les clés, ça arrive souvent. Mettre des notifs et des rappels sur téléphone. Et pourquoi pas échanger aussi avec son patron, si on est salarié, pour avoir le droit de porter un casque pour mettre des boris blancs quand on travaille, ou mettre un paravent pour ne pas être distrait par l'environnement. Encore une fois, je répète, je fais une petite parenthèse dans mon dialogue, tout ça c'est les conseils du docteur Nader Perrou. J'y adhère bien entendu, sinon je vous ferai pas ce podcast, mais c'est encore une fois, c'est pas suffisant. C'est bien de mettre des paravents, des bruits blancs, mais c'est que s'adapter à l'environnement. Il faut aller un peu plus loin derrière, et ça on en parlera avec ce que je fais. Au niveau de l'école, ce que vous pouvez demander, si vous avez un enfant TDAH, c'est de l'installer au premier rang et de lui faire répéter les consignes de la maîtresse ou du maître à l'école. Ça va améliorer, pareil, son engagement et son attention. Après, en ce qui concerne l'hygiène de vie, on va essayer de changer certaines choses, notamment la consommation des sucres rapides qui vont entraîner beaucoup de fatigue avec des variations de l'attention. Donc faites attention, on a une société qui est hyper sucrée aujourd'hui. Donc sur l'enfant TDAH, vraiment la baisse du sucre, ça va avoir déjà des conséquences visibles. Régime sain équilibré, pratique du sport en extérieur, donc vraiment en extérieur, c'est important. Pas mal de sport, ça va permettre de canaliser. Le sommeil de qualité. Donc alimentation, sport, sommeil, c'est vraiment les 3 piliers qu'on va retrouver. Pour le sommeil, on peut aussi dire qu'il faut ritualiser le coucher, qu'un lit c'est fait uniquement pour dormir, donc pas de téléphone dans le lit, et avoir donc une pièce relativement fraîche, 20 degrés max, et sans trop de bruit, si possible. Bien entendu, si on vit en appart à la ville, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va apprendre à canaliser aussi ses émotions. On va apprendre à sélectionner les situations, on va modifier la situation, on va déployer de l'attention, on va appliquer des changements cognitifs et on va apprendre à moduler la réponse. Tout ça, c'est la théorie de James Gross, un psychologue aussi. Et on va aussi apprendre à mieux communiquer. Les TDAH, ils sont très maladroits car ils sont souvent vraiment impulsifs. Donc apprendre à parler au bon moment. On aborde un seul sujet à la fois. On parle avec concision, on essaye d'être clair, donc d'être explicite, et apprendre à ne pas couper la parole. Et il faut aussi apprendre à soigner ses relations. Admettre les problèmes, reconnaître le malaise chez l'autre, proposer des solutions, et pas hésiter à demander et à solliciter des conseils. Et savoir reconnaître les efforts de tous. Après, il est aussi important de dire que la génétique, c'est pas forcément une fatalité.
30 à 40% des enfants qui sont TDAH, ils voient leurs troubles disparaître à l'âge adulte. Et que souvent les enfants TDAH, ils sont incompris à cause de leurs troubles. Ça peut même aller jusqu'à malheureusement la maltraitance physique chez les enfants qui sont en branche hyperactive. Et ça pourrait d'ailleurs, les maltraitances physiques, comme je le disais, pourraient générer à elles seules un TDAH sans forcément avoir de troubles génétiques. Donc vous voyez, là les cartes aussi au niveau de la médecine traditionnelle, elles commencent à être un peu rabattues, enfin, et elles commencent à aller vers d'autres choses. Alors après, maintenant, on va passer au volet qui m'intéresse le plus, le décodage biologique. Alors nous voilà au cœur du décodage et de la lecture biologique pour essayer d'aller comprendre le pourquoi du comment dans les problèmes d'hyperactivité et dans le TDAH. Alors j'ai commencé par l'hyperactivité. Donc l'hyperactivité, comme je disais, c'est ce besoin de bouger. Alors en décodage, on va dire, il faut que je bouge, sinon je vais mourir. Ce sont des pensées limitantes qu'on peut retrouver. Je vous donne un exemple. Vous prenez une femme qui est enceinte. Et à ce moment-là, le médecin lui dit « Madame, il y a un problème biologique avec votre enfant, il risque d'avoir ci, ça, ça, ça », et vous vous retrouvez avec une mère qui rentre chez elle et qui sollicite son enfant et qui lui demande de bouger. Parce que pour elle, si l'enfant il bouge, c'est qu'il va bien, c'est qu'il est en vie. Donc elle va le solliciter, et puis vous avez un enfant qui vient au monde, et un enfant qui continue avec son programme, qu'il a engrammé en vie fœtale, et qui va se mettre tout le temps à bouger pour dire à sa maman « Mais maman, ne t'inquiète pas, je vais bien, regarde, je suis en vie, je bouge tout le temps, tu vois, t'as pas de soucis à te faire ». Alors encore une fois, c'est pas de la faute de la maman, hein. Je vous renvoie à l'épisode sur la culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est simplement un mécanisme de survie qui a été programmé par la maman. Si mon enfant il bouge, il va bien. Donc là on commence, vous voyez, c'est pour ça que j'aime tellement le décodage et la lecture bio, que j'en ai fait mon métier. C'est tellement intéressant d'aller à la cause de la cause et d'aller voir toutes ces pensées limitantes, cet impact de l'environnement sur nous, sur les enfants, les adultes. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais faire une vidéo sur les travaux du docteur Bruce Lipton sur l'impact de l'environnement sur la cellule. C'est assez édifiant, c'est exceptionnel d'ailleurs, c'est d'aller un peu sortir de cette vision tout est génétique, allez on donne des anti et puis tout va bien. Non, c'est vraiment Bruce Lipton par tous ses travaux a mis vraiment en évidence que ce qui compte le plus, c'est pas que le matériel génétique, c'est l'environnement. C'est les récepteurs de la membrane cellulaire qui vont informer en fait le génome de s'exprimer ou non. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ce sera le thème d'un podcast, mais c'est vraiment passionnant de voir à quel point est-ce que les pensées limitantes, tout ce que l'environnement, donc cette maman qui aurait été informée par le médecin que quelque chose ne va pas, a un impact. On parle souvent d'effet placebo, 30-35% des guérisons. On fait croire au patient qu'il va bien, qu'il a pris une pilule magique, et en effet, il va bien. Donc voilà, c'est documenté. Mais il ne faut pas oublier non plus l'effet nocebo. Et là, je mets en garde s'il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent, des médecins, parce que c'est eux qui sont le plus en charge de la maladie. Lorsque vous avez un radiologue qui regarde votre radio, bon, c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il vous envoie des comptes rendus, mais à l'époque, qui regarde votre radio en faisant des gros yeux et en faisant oulala, voilà, là on a en effet nocebo. C'est-à-dire que le patient va avoir la tête du médecin, va dire oulala, c'est pas bon, je vais mourir. Ou bien des médecins qui vont dire au patient, il vous reste 3 semaines à vivre. Vous codez les patients. Le verbe est créateur. Je vais pas faire de la religion, mais si vous lisez la Bible, au commencement était le verbe. Avec le verbe, vous pouvez construire ou détruire. Donc faites attention, si vous êtes thérapeute, aux mots que vous employez avec vos patients. Voilà, je referai un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Je reviens au TDAH. Donc au TDAH, donc je disais, l'hyperactivité, on peut la retrouver donc dans des pensées limitantes de il faut que je bouge sinon je meurs. On peut retrouver aussi des mamans qui sont alitées pendant la grossesse. Et donc pareil, on va avoir des enfants qui viennent et qui ont besoin de bouger.
On peut avoir des mamans qui sont elles-mêmes hyperactives et l'enfant va reprendre par loyauté familiale le programme de la maman. D'ailleurs, je vous ferai là aussi, encore une fois, une autre digression. Je vous ferai un épisode, parce que je suis en train d'étudier tout ce qui est psychogénéalogie, transmission dans l'arbre généalogique des traumas. C'est passionnant, c'est édifiant à quel point est-ce qu'on peut hériter de nos ancêtres des programmes. Je reviendrai là-dessus dans les mois qui viennent. Alors en cas de comportement agressif, l'enfant en fait il exprime la rage et la colère d'un des parents qui n'ose pas le faire souvent. Ça aussi je retrouve ça régulièrement. Et dans les déficits de l'attention, en fait c'est un mécanisme de protection on pourrait dire, de faire comme si on n'était pas là. On va retrouver aussi des mémoires de stress, d'entendre ou d'apprendre quelque chose. Donc le corps se protège en modifiant en fait l'attention dans tous ces cas-là, pour ne pas être dans la situation qui a amené le trauma. Donc l'attention va en fait se diviser. On retrouve ces mécanismes-là d'ailleurs dans les agressions, pour les personnes qui ont été agressées. Souvent elles ont un trou noir, elles ne se souviennent pas. La pensée, en fait, il y a une forme de dissociation traumatique qui se fait. Tout ça, c'est des mécanismes de protection. Là, en fait, dans les troubles de l'attention, on serait sur un mécanisme un peu identique, mais à bas bruit. On serait sur des troubles de l'attention qui, dans les traumas très forts, vont être des troubles de la dissociation. Et on peut retrouver aussi des mères qui ne se sont pas concentrées sur leur grossesse à cause du travail ou pour une raison X ou Y. Et là, pareil, on pourra retrouver des enfants avec des troubles TDAH. Encore une fois, je redis encore et encore, ce n'est pas de la faute des parents, vous êtes coupable de rien, c'est des mémoires inconscientes. Pareil, dans la création des familles, même si je ne doute pas un seul instant que vous avez trouvé attirant votre conjoint ou votre conjointe, je suis au regret de vous dire qu'on ne se met pas en couple pour le physique de l'autre, mais uniquement pour son inconscient. C'est les inconscients qui se rencontrent. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point est-ce que l'inconscient est puissant par rapport à la conscience. Et alors, ça permet de se foutre la paix et de se faire un bien fou en se disant que, au final, tous les programmes qu'on transmet, c'est pas parce qu'on est des sadiques tueurs en série qu'on a envie de pourrir notre environnement qu'on le fait, ou nos enfants, c'est tout simplement des loyautés, vous n'en avez absolument pas conscience, c'est hors de votre champ de conscience, c'est par définition inconscient, donc inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Donc vous pouvez pas vous en vouloir de quelque chose qui est en mode pilote automatique. Donc ça c'est vraiment très important. Et je reviens enfin vraiment sur quelque chose je clôturerai ce podcast là-dessus. Il faut lutter contre ce sentiment de stigmatisation de l'enfant et la pression de l'école. Il faut vraiment penser à accompagner les parents avec empathie dans tout ce processus-là. Parce que bien souvent, quand je retrouve un enfant TDAH au cabinet, il y a une petite séance pour la maman derrière ou la famille parce que c'est compliqué d'être convoqué à l'école en disant écoutez, votre enfant il est pénible. Non, il n'est pas pénible l'enfant. C'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il faudrait aider le personnel à se former pour un peu désamorcer tout ça et accompagner avec empathie les parents qui sont dans ces situations-là. Écoutez, voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Un podcast un tout petit peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et alors, je sais que vous n'êtes pas full à écouter ce podcast-là, mais pour ceux qui sont abonnés, si vous avez envie qu'on développe certains sujets, n'hésitez pas. Après, voilà, ce podcast, je le fais pour mon plaisir personnel et puis pour envoyer certains de mes patients qui ont beaucoup de questions à la fin des séances, leur fournir un support un peu plus complet en prenant le temps de le faire pour aller en fait avoir de l'information. Donc c'est la finalité de ce podcast. Il a absolument pas pour but de devenir viral sur Internet. Bon, s'il l'est, tant mieux, mais c'est simplement pour nourrir les consciences de celles et ceux qui veulent cheminer, d'avoir quelques informations. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée les amis, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et
quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.